merci d'être là. Donc, tous les ans, j'ai décidé de faire mon premier cours du Collège de France à l'extérieur, ce qui est autorisé par l'institution et même conseillé. Et je suis allé à l'ENS Lyon, je suis allé à l'INRI à Rennes, maintenant à Lille, à l'INRA Sofia aussi, maintenant à Lille. Et je suis déjà, je remets ma machine en marche. Désolé, elle avait été. Voilà. Je suis très content d'être ici. Moi, personnellement, je suis rentré à l'IRIA, précurseur de l'INRA en 1970. Donc il y a déjà un bon bout de temps. J'ai participé à la création de l'INRA Sofia. Moi, j'étais à l'école des mines. L'INRA Sofia a été créée dans mon bureau. Et je connais bien l'histoire. Et puis j'ai été président de la commission d'évaluation de l'INRIA de 2009 à 2012. Donc, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de quelque chose que j'ai longuement développé dans un livre qui s'appelle L'hyperpuissance de l'informatique, qui essaye d'expliquer aux gens normaux, c'est-à-dire à peu près toute la population, ce qu'est l'informatique, ce qui est en France parfaitement inconnu de la plupart des gens. Et la photographie numérique est un extraordinaire exemple de ça, pour montrer combien le monde du 21e siècle est tout à fait différent de celui du 20e. Alors, je voudrais expliquer ça par quelques exemples, si ça marche, oui. Premièrement, de constater que le monde du 19e et du 20e siècle était fondé sur un triangle. Le triangle fondamental de la science d'avant, la matière, qui est toujours fondamentale d'ailleurs, la matière, l'énergie et les ondes. Donc le moteur, c'est de matière et énergie. Après sont arrivées les ondes avec la radio, la télévision et tout ça. Mais je dirais que toute la pensée scientifique et technique et industrielle du XXe siècle a été construite autour de ce triangle, absolument tout. Et puis est arrivé vers le milieu, mais en fait vraiment vers la fin pour les gens du XXe siècle, l'information. Information, c'est pas arrivé tout seul, c'est arrivé aussi. Mais avant de parler de ça, je dirais l'information, c'est totalement différent de la matière, de l'énergie et des ondes. Et ça, c'est très difficile à comprendre pour les gens. Eh bien, ça pèse pas, ça sent pas, ça brûle pas, mais on peut la recopier parfaitement. Arbitrairement parfaitement, du moins. Ça se transmet à coût zéro, fondamentalement, un coût très très faible. Et évidemment, ça va changer la photo, puisqu'avant, faire une photo, ça coûtait cher, et maintenant, ça coûte rien. Donc, c'est une grosse différence, on va voir d'où ça vient. Et alors, avec l'information, arrive aussi l'algorithme. Donc, l'algorithme que j'écris avec un i, j'ai souvent des invitations de venir expliquer les algorithmes écrits avec un y. Alors, j'aime beaucoup, parce que je réponds que j'ai l'algorithme dans la peau, bien sûr. Mais ça vient avec l'algorithme qui est le calcul sur l'information. Et ce que je voudrais montrer dans tout cet exposé, c'est montrer un exemple où l'algorithme dépasse considérablement la physique, ou plutôt la complète, en faisant des choses qui sont tout à fait impossibles à faire en physique. Par exemple, des photos de très bonne qualité avec un téléphone. Donc ça, c'est un grand mystère. Comment est-ce qu'avec un téléphone qui a un objectif tout petit, un capture minuscule, on arrive à faire des photos excellentes? Eh bien, c'est grâce aux algorithmes et aux physiciens, bien sûr, aussi. Alors voilà, donc ça va être en plusieurs parties. La première partie, qui est très fondamentale en photographie et ailleurs, c'est comment voyons-nous le monde. Donc je vais détruire une idée qui court encore, deux idées qui courent encore. La première, c'est que nous voyons le monde, ce qui n'est pas vrai. Et la deuxième, c'est que la rétine envoie l'image du cerveau, ce qui est encore moins vrai. Mais il faut comprendre ça pour comprendre la photographie en particulier. Alors l'œil, on apprend ça à l'école. Hein. C'est une boule avec un cristallin qui est une lentille avec un nerf optique qui en sort et puis surtout une rétine. Et donc on pensait que la rétine était un système d'imagerie qui envoyait l'image au cerveau. Ça c'est tout à fait faux. La rétine envoie très très peu de choses au cerveau. Elle envoie quelques vagues contours. Elle envoie en fait une vingtaine de films vidéo parallèles qui contiennent chacun très peu d'informations. En informatique, on s'appelle faire du compress sensing. Et toute l'image que vous avez autour de vous est complètement virtuelle et reconstituée par votre cerveau. C'est-à-dire, c'est très facile à voir. Par exemple, vous regardez le dessin qui suit. D'abord, nous ne voyons nettement que dans un angle de 6 degrés. Ailleurs, on voit un peu flou. 6 degrés, c'est rien. Hein. Ensuite, on ne voit les couleurs que dans un angle de 20 degrés. On ne peut lire que dans un angle de 20 degrés. Donc après, les détails, on ne les voit plus. Ensuite, on ne voit les couleurs, et encore en cherchant bien, que dans un angle de 60 degrés. Si vous voulez le vérifier, vous montrez à qui que ce soit une carte, par exemple un roi de cœur, vous la mettez là à quelqu'un, vous lui dites de quelle couleur c'est, aucune idée. Il y a quelque chose, mais de couleur c'est, aucune idée. Donc c'est très intéressant, pourtant nous avons une image en couleur sur les côtés. Ça c'est de l'informatique dans notre cerveau. Hein.
Et puis là, autour, il y a la basse lumière, mais nous n'avons plus de nuit au XXIe siècle, ça n'existe plus la nuit, donc ça ne nous sert plus à grand-chose. Mais il y a aussi un truc d'alerte qui détecte les mouvements. Très important. L'œil voit surtout ce qui bouge. Aucun truc immobile n'arrive au cerveau, hein. L'immobile n'arrive pas au cerveau. Si l'immobile arrive à votre cerveau, c'est parce que votre œil n'arrête pas de faire des micro-saccades invisibles pour faire bouger les trucs immobiles. Alors, le problème, c'est qu'on est entraîné à bouger notre œil dans une scène. Dans toute la scène, on bouge notre œil. Si vous voyez les images, c'est que vous les avez déjà regardées avant et que le cerveau les remet informatiquement, si je puis dire, dans votre perception. Mais quand on regarde un tableau ou une photographie, c'est très différent de regarder une scène. On n'a pas du tout les mêmes points de repère et tout. Mais voilà le mouvement de l'œil sur une scène qui date d'il y a longtemps, ça c'est 1950, c'était connu avant. Quand vous regardez un truc fixe, vous le voyez fixe, mais en fait votre œil bouge tout le temps dedans. Il passe sa vie à bouger dedans. Et ce qui est très important, c'est que quand il bouge, il s'accommode. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va regarder un endroit de cette salle, la porte lumineuse, ici où c'est sombre et tout, l'œil va changer son ouverture, va changer sa perception de la lumière, va évoluer. Donc votre image est fixe, mais l'œil pas du tout, et l'œil n'arrête pas d'accommoder et tout. C'est évidemment faux dans un appareil photo. Un appareil photo prend une photo. Votre œil ne prend jamais une photo. Il tourne et s'accommode. Et donc quand vous allez regarder une photo, ben, vous ne faites pas du tout les mêmes opérations que quand vous regardez une scène. Et ça va vouloir dire que contrairement à l'oreille, où par exemple on essaye de reproduire très fidèlement la réalité, reproduire très fidèlement la réalité est une mauvaise idée en photo. Ce qu'il faut faire, c'est autre chose. Donc la rétine, c'est d'abord un extraordinaire système de traitement du signal. Hein, j'ai dit, ça n'envoie pas l'image, ça envoie des tas d'autres choses, je vais vous donner une référence. Et le cortex visuel, ce qui vous permet d'avoir une image que vous croyez être ce que vous voyez, qui n'est pas ce que vous voyez, mais que vous croyez être ce que vous voyez, c'est un système algorithmique, un grand système algorithmique de réalité virtuelle qui n'est pas très connu. Donc l'image que nous voulons voir, que nous croyons voir, n'est qu'une reconstitution algorithmique. Mais on ne va pas faire la même reconstitution quand on regarde une photo. Alors le système visuel a de jolis bugs. Alors celui-là est très intéressant, il est dû à la rétine, votre cerveau n'y peut rien. Vous voyez une magnifique spirale, d'accord? Une belle spirale. Il n'y a pas un pet de spirale dans ce dessin, c'est que des cercles. Je vous les dessine, et même en sachant que c'est que des cercles, c'est très dur de les voir. Il n'y a que des cercles. Vous pouvez le voir là, il n'y a que des cercles. Et pourtant, même là, c'est difficile de ne pas voir une spirale, et là, vous n'avez carrément pas le choix. Donc ça, c'est un artefact de notre rétine qui montre d'ailleurs qu'on ne voit pas l'image, mais qu'on reconstruit des tas de trucs. Bon, maintenant, il y a un championnat du monde des illusions visuelles qu'il faut aller voir, c'est assez fantastique. Mais la photographie, c'est tout à fait différent. Donc ici, c'est une photo extraite d'un album qui est sur le web, qui s'appelle Smile Country, My Friend, et je vais travailler avec des photos de cet album. Ce sont des cadeaux que j'ai reçus dans la rue. Ça, c'est une jeune fille qui était dans une classe dans la rue à Bangalore. Elle était en train de suivre un cours de maths dans la rue. Elle m'a vu, elle s'est retournée vers moi, et ça a duré 2 secondes. Et cette photo qu'on ne voit pas assez bien parce qu'il y a trop d'éclairage, mais ce n'est pas possible de le baisser là, en ce moment. Ce serait bien si on pouvait baisser l'éclairage vraiment là. Moi, on n'a pas besoin de me voir là. Et si on peut carrément couper, c'est même bien. Cette photo est prise dans des conditions très difficiles. C'est-à-dire, je l'ai prise à, on va le voir après, à 2500 ISO, ce qui n'existait pas en argentique. Est prise avec un téléobjectif très long, avec très peu de lumière. Et ça, pourquoi est-ce qu'on sait faire ça alors qu'en 2000, on ne savait pas du tout? C'est quelque chose qu'on va détailler. Et voilà, vous avez ici 2 photos du même endroit. Et le problème, c'est que ici, vous voyez, quand vous êtes dans une salle comme ici, votre œil connaît les couleurs qu'il veut voir et va donc s'adapter à ce qu'il sait. Je connais cet orange, je connais ce rose, je connais ce gris, donc je vais caler toutes les couleurs. Mais la lumière ici est totalement différente de la lumière de dehors. Dehors, vous allez voir les mêmes couleurs, parce que votre œil sait ce qu'il doit voir comme couleur et recale toutes les couleurs. Mais l'appareil photo, lui, la pellicule, par exemple, ne peut pas faire ça. L'appareil photo va le faire avec des algorithmes à l'intérieur, va essayer de trouver des grilles, va essayer de comprendre les relations entre les couleurs, comprend vaguement ce que c'est qu'une image naturelle. Et si ce n'est pas bien fait, ça donne ça, c'est-à-dire ici, c'est pas possible d'éteindre carrément, s'il vous plaît. C'est pas possible d'éteindre carrément les lampes, parce qu'on ne voit pas assez bien. Non? Bon. Alors, donc ici, vous voyez, ces 2 images qui n'ont pas du tout les mêmes couleurs, parce que simplement,
le réglage de la couleur dans le système n'est pas bien fait. Et vous allez voir que ça, c'est un des gros problèmes. Donc votre œil fait des choses que l'appareil photo ne fait pas. Et que l'appareil photo argentique ne fait en aucune façon. En argentique, vous devez avoir 2 films, un pour la lumière artificielle, un pour la lumière du jour. On va voir que ça a disparu. Donc la photo numérique, c'est ce qu'on appelle un trucage cyberphysique. Cyberphysique, ça veut dire que c'est un mélange d'informatique et de physique. Faire croire au cerveau qu'il voit une vraie scène, même s'il ne voit pas la photo comme une scène. Et la photo, vous la regardez pas dans la lumière où elle a été prise, vous la regardez dans la lumière où vous êtes vous. Voilà. Donc il va falloir tout un tas de trucages pour faire une photo. C'est vrai aussi en argentique, hein. Par exemple, les couleurs de Fuji sont très différentes des couleurs de Kodak et aucune d'entre elles n'est la réalité. Il y a tout un tas de choses, de travaux sur la couleur qui commencent à Goethe, hein, il y a très très longtemps, qui sont vraiment importants. Donc on va voir un certain nombre de ces trucages. La balance des blancs, c'est-à-dire l'équilibrage des couleurs. Ça, c'est un truc difficile qu'on ne sait faire que depuis quelques années. La lumière uniforme, c'est-à-dire on va voir la lumière de la photo. Ben nous, je vous ai dit, on n'arrête pas de changer notre œil, alors que la photo, pouf, elle prend tout d'un coup. Donc il va falloir truquer ça, truquer au sens noble du terme. La mise au point, bah oui, nous on voit tout net quasiment dans nos photos, dans notre œil, parce que bah oui, on bouge, on voit tout net. Mais un appareil photo, ça n'a de netteté qu'une fenêtre qu'on appelle je ne sais plus d'ailleurs, je me rappelle la profondeur de champ. Hein, c'est net entre un point proche et un point loin, et nous on n'est pas comme ça. Donc on va essayer de fabriquer des trucages, je vais vous le montrer, des flous d'arrière-plan. Ah ben je vais vous le montrer tout de suite. Profondeur de champ uniforme, donc on va essayer de changer ça. Et si vous venez sur cette photo-là, vous voyez ici que le fond est totalement flou, totalement. Parce que j'utilise un très long téléobjectif, là celui-là, un focal maximal, pour ceux qui connaissent le 24-36, ça fait 300 mm. Sauf que ce n'est pas du 24-36, j'en parlerai après. Et donc ici, vous voyez que ce flou-là nous fait dégager le visage, mais il est complètement artificiel. Si vous étiez dans la scène, vous ne verriez jamais ce flou-là. Mais il est indispensable en photographie. Et les très bons portraitistes font une mise au point sur l'œil qui est devant, et éventuellement l'œil qui est derrière est flou, et vous êtes très content avec ça, ça donne la bonne impression. C'est évidemment faux, mais le problème c'est de donner la bonne impression. Bon, alors, on a vu ça. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va faire tout ça avec un mélange très fin de physique et d'algorithmique qui est de plus en plus dominé par l'algorithmique? On peut dire qu'on a gardé 5 ordres de grandeur de sensibilité en photographie et qu'il y en a à peu près un qui est dû au capteur et 4 aux algorithmes. Et que je dirais les algorithmes commencent à être vraiment bien depuis pas longtemps, depuis 5 ans. Alors, 2 références sur la vision. Donc, le cours de José Alain Sahel, qui est un très grand ophtalmologue au Collège de France, qui vous explique en particulier comment on plante des chips dans la rétine des gens maintenant pour essayer de leur rendre la vue, et qu'il ne faut surtout pas envoyer les images dans ces chips, mais ce que doit recevoir le cerveau. Et puis, Boton Rochka, si vous voulez comprendre la vision, ce séminaire est extraordinaire. Bon, alors, comment est-ce qu'on fait dans un appareil photo, numérique ou argentique? Ben, la première chose, c'est de capter la lumière. Donc c'est la pellicule dans un appareil argentique et le capteur dans un appareil numérique. Donc voilà la tête d'un capteur. Un capteur, c'est un agencement de cellules bleues, rouges et vertes avec 2 fois plus de vert. Pourquoi? Parce que nous voyons beaucoup mieux le vert que le rouge et le bleu. Alors on vous vend évidemment une petite arnaque tout de suite. On vous dit que votre appareil photo a 20 millions de pixels, mais le mot pixel est très ambigu. En fait, il a 20 millions de points colorés, mais il n'y en a que 10 millions de verts, 5 millions de rouges et 5 millions de bleus. Hein. Donc il y a le petit marketing derrière qui s'amuse. Bon. Et on vous fait quand même une photo de 20 millions de pixels avec. On pourrait vous la faire de 18 ou de 42 d'ailleurs. C'est selon, mais ce n'est pas idiot de faire 20. Il y a d'autres méthodes que ça, mais celle-là est dominante. Donc combien il y a de photosites suivant les appareils photo? Un, ça n'existe plus. Un téléphone, on a entre 8 et 10. Un appareil photo moderne, on a entre 20 et 50. En astronomie, ils en ont 30 milliards, mais ils n'ont pas les mêmes tarifs non plus. Voilà, donc vous avez beaucoup de pixels. Vous avez beaucoup plus de pixels que de résolution dans un film. Et bon, mais ça vous donne un truc bizarre, ça. Donc on va faire beaucoup de calculs algorithmiques. Alors avant de parler de ça, voici les tailles de capteurs. Parce que en photo, on avait surtout le 24-36 qui est là. Il y avait un peu des grandes focales, mais pas beaucoup. En numérique, on a toute une gamme.
Le 24-36, qui est lourd et cher, mais très à la mode, parce que les gens pensent que c'est beaucoup mieux, ce qui n'a rien de clair. Celui-là, la PSC, qui est moitié de taille en surface. Le 4 tiers, qui est ce que je vais vous montrer ici, qui est un quart en surface. Puis vous avez le 1 pouce, qui est nettement plus petit. Puis vous avez le téléphone qui est là. Donc un téléphone, c'est 1/50e de pellicule 24-36. Donc c'est bizarre que ça prenne des photos bonnes. Alors 24-36, ça en prend des bonnes, mais je reparlerai de tout ça après. Mais ça veut dire que maintenant, les capteurs étant de taille très variée, quand on veut les comparer, c'est pas si facile. Donc en fait, on calcule des équivalents 24-36, par exemple pour la focale des objectifs. Je vous ai dit que mon téléobjectif faisait 300 mm, en fait il en fait 150, mais comme le capteur est 4 fois plus petit, c'est la même chose. Bien, donc il y a beaucoup de tailles de capteurs différentes. Avant, il n'y avait qu'une taille de film en gros. Alors, le film et le capteur sont très différents. Un film travaillé depuis 150 ans, il y a de la bouteille dans les films, ça a des qualités assez importantes, du genre que de la basse lumière à la haute lumière, vous voyez, c'est une courbe qui est assez linéaire au milieu, mais surtout qui monte doucement et descend doucement dans les graves et les aigus, c'est-à-dire les sombres et les clairs. Et ça, c'est une certaine qualité que vous voyez sur les films, ça absorbe assez bien les basses et hautes lumières. Un capteur numérique, alors ce n'est pas du tout la même tête. Vous avez une marche là au départ qui correspond au bruit thermique, au bruit des électrons dans le capteur. Et puis vous avez une réponse strictement linéaire à la lumière jusqu'à une saturation absolument totale où vous n'avez plus d'informations. Donc si vous êtes dans la zone de saturation, dans votre photo, il n'y a rien. Il n'y a que du blanc, vous ne pourrez jamais rien en tirer. Donc un des problèmes des appareils numériques du début, c'était qu'ils arrivaient facilement là. Ça s'est beaucoup amélioré avec des algorithmes meilleurs. Maintenant, ça marche à peu près. Dans les très bons appareils, ça marche. Donc c'est dangereux. Ce n'est pas du tout les mêmes courbes. Donc ça ne va pas être évident. Le film numérique, en revanche, a une grande dynamique, des faibles et fortes lumières douces, mais alors une énorme quantité de bruit. C'est extrêmement bruité, un film numérique. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir des films sensibles. Bon, alors très bien, donc il va falloir régler la lumière pour qu'elle reste toujours dans la bonne partie de la courbe. Alors comment est-ce qu'on règle la lumière? Alors, on a un indice de lumination qui s'appelle IL, indice de lumination, ou EV en anglais. Et en gros, un indice de lumination, c'est le doublement ou la division par 2 de la lumière entrante. Et ça, tout photographe qui se respecte connaît ça. Donc, on peut le régler de plusieurs manières. On peut le régler par l'ouverture. Donc, les objectifs très ouverts ouvrent à 1,4. Ça, c'est le diamètre de l'ouverture. 1,4, 2, 2,8, 4, 5, 6, de plus en plus petits. 11 et 16, il faut abandonner parce qu'il y a des problèmes de diffraction optique qui fait que les images sont plus bonnes. Et alors l'ouverture, c'est pas anodin parce que plus on ouvre, moins on a de profondeur de champ, c'est-à-dire moins la zone nette est profonde. Très bien pour les portraits, par exemple pour les paysages, c'est pas bien. Donc il va falloir savoir se promener là-dedans. Alors dans le téléphone, vous n'avez pas de choix, vous êtes toujours ouvert à fond. Mais c'est pas grave, c'est des grands angles. Les vitesses, donc on peut aller de 10 secondes jusqu'à un 8 millième, et à chaque fois que vous divisez par 2, vous enlevez la moitié de la lumière. Et donc, tous les photographes du XXe siècle savent bien qu'il faut doser la vitesse et le diaphragme. Maintenant, on a un truc en plus, c'est la sensibilité. Avant ça, on n'avait pas, parce que c'était le film qui déterminait la sensibilité. Vous mettez un film 36 pouces, vous avez 36 fois la même sensibilité. En numérique, vous réglez la sensibilité image par image, et c'est un paramètre exactement comme les autres. Donc les algorithmes vont la régler. Et maintenant, on monte très haut, c'est-à-dire que moi, je travaille très facilement à 3200, ce qui était complètement impensable en film, et on peut monter à 40 000 maintenant avec les appareils haut de gamme. Donc, plus on monte en sensibilité, plus il y a de bruit. Bon, c'est comme ça, mais on va arriver à faire beaucoup de choses dessus. Donc, dans toute la photographie, trouver la bonne combinaison est fondamental. Un photographe sérieux la cherche lui-même, enfin la connaît lui-même et la fabrique. Dans un téléphone, vous n'avez pas le choix, vous faites ch'touk, et puis ça marche tout seul. Et pour que ça marche tout seul, il a fallu bosser beaucoup. Alors, l'avantage décisif de la photo numérique, il y en a plusieurs. D'abord, la sensibilité est définie non plus par le film, mais par, comme en argentique, où elle allait en gros de 50 à 800 en cherchant bien et en voulant des effets spéciaux, 50 à 400 en couleur. Maintenant, on est routine 100 à 3200 ou plus, plus avec un 24-36 sans problème pour chaque image. Donc ça, c'est un progrès majeur. Pourquoi? Parce qu'on peut la mettre au milieu des autres paramètres et puis on n'a à peu près plus jamais besoin de flash.
Et ça, c'est important parce que la photographie en flash transforme les gens en fromage blanc. Ça, c'est, à moins d'avoir des méthodes assez habiles, mais moi, j'utilise des gros réflecteurs ou des choses comme ça. Bon. Donc, la question, je l'ai posée, comment faire avec un téléphone des photos très très bien, pourtant que tout est tout petit. Et la réponse, c'est, il y a deux choses, des algorithmes sur l'image et ne jamais se contenter de prendre une image, mais de jouer en prenant beaucoup d'images. Donc, par exemple, sur un téléphone, c'est un peu bizarre pour les gens au début. Quand vous appuyez sur le déclencheur, la photo est prise avant, pas après. Au début, elle était prise un peu longtemps avant. Les gens trouvaient bizarre qu'ils prenaient un sauteur en hauteur et il n'avait pas encore décollé. Et vous allez voir pourquoi. Donc, bon, le capteur nous donne quoi? Qu'est-ce qu'il nous donne, le capteur? Ben, il nous donne ça. Oui, pardon. Le capteur, le développement numérique va se découler en plein de phases. Là, on appelle l'image RAW ou crue, l'image du capteur. Donc, la première étape, c'est de fabriquer des vrais pixels couleurs, ce qu'on appelle la dératisation et dématrissage, qui est une étape très dure qu'on maîtrise depuis assez peu de temps. Après, il va falloir remettre de la lumière, remettre la couleur. Après, il va falloir mettre de la netteté, vous allez voir pourquoi. Il va falloir enlever du bruit, enfin, ça se fait en même temps. Et puis, il va falloir défaire les distorsions qu'impose la physique. On va toujours pouvoir corriger la physique. Si on comprend ce que fait la physique, on peut la défaire. Et ça va être essentiel. Et puis, rétablir la perspective, etc. On va le voir. Alors, commençons par le dématrissage. Voilà l'image qui sort du capteur. C'est assez loin d'une photo quand même. Hein. Ce n'est pas vraiment une photo. Voilà un détail de la dent, là. Et vous voyez, c'est l'intensité lumineuse de chaque pixel. On sent bien que ce n'est pas du tout comme un film. L'image du film, elle sort du film. Là, pas du tout. Donc, elle ressemble à ça, l'image. Donc, c'est des nombres souvent en 12 ou 14 bits. Et il y a du rouge, du vert, du bleu, etc. Pour un photographe, il faut toujours garder cette image. D'abord parce qu'on peut travailler beaucoup mieux sur cette image que pour celle que sort l'appareil photo final où on ne peut plus rien faire, en gros. Et d'autre part parce que quand on a pris une photo il y a 10 ans, eh bien, elle devient bien meilleure maintenant avec les nouveaux algorithmes. Donc la même photo réutilisée, je l'ai fait dans mes tirages là, j'ai refait des photos avec une qualité très supérieure au bout de 10 ans de progrès d'algorithmique alors que les données sont les mêmes. Alors oui, il faut fabriquer ça, il faut fabriquer des couleurs. Donc une couleur, c'est 3 nombres, entre 0 et 255 par exemple. Non, on les fait en 16 bits là. Voilà une couleur, voilà, ça c'est des codages de chacune des couleurs qui sont sur l'écran. Il faut fabriquer des points comme ça. Ça, c'est une étape très dure et qui est maîtrisée depuis pas longtemps et les rois de ça, c'est des Français. Alors, vous voyez pourquoi elle est très dure? Parce que cette étape-là fait des choses très désagréables. Elle fait des moirés. Alors les moirés, c'est très chouette sur les rideaux en soie, mais dans les photos, c'est pas terrible. Alors, ça fait des moirés parce que, bon, vous comprendrez pourquoi si vous faites des maths, ça fabrique des basses fréquences, en fait. Et l'œil est très, parce qu'il y a surtout dans les motifs unis, ça va fabriquer des tas de basses fréquences à cause des conversions. Et l'œil est très sensible à ça. Alors avant, pour éviter ces moirés, jusqu'à il y a à peu près 4 ans, on mettait des filtres devant les objectifs qui floutaient la photo. C'est-à-dire on dégradait la qualité de la lumière qui entrait pour la flouter, ça qui évitait les moirés. Depuis 4 ans à peu près, on a enlevé ces filtres parce que les algorithmes rendent ces filtres inutiles. Ça a permis en pratique de presque doubler la résolution des appareils photo sans toucher à rien, hein, à cause des algorithmes. Bon, donc ça c'est très compliqué à expliquer, je ne vais pas aller plus loin. Mais c'est une étape fondamentale et je dirais que là, cette photo est de DxO, j'ai oublié de le marquer, non, elle a DxO, qui produit les meilleurs algorithmes au monde et les meilleurs logiciels, mais maintenant ils font la course avec d'autres logiciels comme Lightroom ou Capture One, etc. Mais ils sont vraiment très bons. Bon, alors, je ne vous montre pas la photo dans ces détails parce qu'on ne voit rien. Donc la première chose qu'on va faire, c'est essayer de mettre un peu de lumière. C'est-à-dire la plage, elle est très grise, la plage que prennent les capteurs. Et donc on va dire, bon, on va essayer de rendre les blancs un peu plus blancs, et puis les noirs, on va essayer de les rendre pas trop noirs. Donc c'est la deuxième étape. Ça, c'est pas super compliqué, mais il faut faire gaffe, hein, c'est toujours très délicat. Et ça se voit bien sur l'histogramme. L'histogramme, c'est quoi? C'est le nombre de points foncés dans chaque couleur, le nombre de points très clairs. Et vous voyez ici, on essaye que ça ne déborde pas, hein, parce que sinon on est mal. Quand on déborde, comme j'ai dit, ça sature. On essaye, vous voyez, il y a encore des points clairs, là c'est les dents.
Et puis le reste, ben, on fait ce qu'on peut, mais en gros, on a fait une préparation de la photo. Elle est déjà mieux. Mais enfin, on ne va pas être content avec ça, hein. Donc, troisième étape, hein, on va essayer de mettre les couleurs. Vous voyez, c'est là-dedans, les couleurs, vous voyez, une dominante verte absolument abominable, c'est comme ça et c'est normal parce que nous sommes très sensibles au vert et le capteur aussi, donc il y a trop d'informations dans le vert par rapport aux autres. Donc, on va compenser ça. Alors, c'est une très longue pratique des gens qui font ça, qui datent d'ailleurs de l'argentique, ils faisaient ça aussi quand ils fabriquaient les pellicules. Et donc, on va arriver à faire ça. Donc on va remettre les couleurs, on va le voir ici, vous voyez, on met les couleurs, vous voyez le rouge est passé devant le vert là, on met les couleurs un peu plus normales, par exemple en sachant qu'il y a du gris. Si vous êtes avec un logiciel, par exemple vous repérez un gris, là il y a un gris, vous cliquez dessus, tac, toutes les couleurs se remettent. Ça, il y a des beaux algorithmes pour faire ça. C'est pour ça qu'il faut faire, quand vous avez des belles photos, il faut les traiter offline à partir du RAW. Si vous essayez de faire ça sur du JPEG, c'est raté, ça ne marchera plus ou très mal. Donc la photo finale que vous sort l'appareil, c'est trop tard. Bon, vous voyez, donc on a déjà un peu mieux, mais les couleurs sont quand même pourries, quoi. C'est pâle, c'est bon. Alors donc on va faire ce qu'on appelle la rendu des couleurs. On va améliorer les couleurs. On va les saturer. Donc saturer, ça veut dire des rouges sont plus rouges, des verts sont plus verts. Il ne faut pas le faire trop. Ça a demandé beaucoup d'années pour arriver à le faire bien. Et vous voyez ici, vous avez une photo qui est déjà avec des couleurs. Bon, il y a beaucoup d'éclairage sur l'écran, donc c'est pas simple, mais vous l'avez avec des couleurs qui sont déjà quand même beaucoup mieux. Alors, on est loin d'avoir fini, hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après? On a les couleurs, c'est bien, mais il y a beaucoup de choses à faire. Donc, vous voyez l'histogramme, là, ça s'est un peu tassé de partout, ça s'est un peu amélioré. Et ben oui, mais cette photo, elle a l'air floue. Elle a l'air floue, ou pas nette. Et alors là, on va la casser, on va la détruire. On va la détruire en disant ce que veut voir l'œil, c'est des contrastes. L'œil ne s'intéresse qu'aux contrastes. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'a pas l'air nette? Eh bien, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de contraste entre les zones. Et ça donne une petite impression de flou. Donc on va augmenter les micro-contrastes locaux. C'est-à-dire quand il y a une frontière où il y a un peu de contraste, on va le rendre plus fort. Donc mathématiquement, on va dégrader la photo, mais par contre, on va avoir une photo qui a l'air beaucoup plus nette. Alors, les téléphones le font beaucoup trop, ce qui fait que si vous imprimez, vous allez avoir des trucs bizarres, ça exagère. Mais sur vos écrans, vous avez toujours l'impression que vous avez pris des bonnes photos, ce qui est sympa. Vous voyez, vous avez maintenant une photo qui est nette, mais elle n'est pas encore tout à fait parfaite parce que si vous regardez la lumière de cette photo, bon, les dents sont bien, il ne faut pas les blanchir plus parce que sinon on perdra les détails. Le reste, c'est pas trop mal. Ça serait mieux sur un écran ou sur une impression. C'est pas trop mal, mais le fond, c'est un peu, on perd un peu toute l'information. Donc, on va faire une autre opération qui est faite dans tous vos appareils téléphones maintenant, c'est de dire bon, on va aider notre œil, on va éclaircir un peu les zones sombres, mais en sachant ce qu'il y a dedans. Par exemple, là, vous voyez, vous voyez rien là, hein, ok? Là, on voit rien. Bon, alors là, vous faites rien. C'est l'appareil qui le fait en général. Et mais non, on va le voir. Pardon, désolé, je me suis trompé. On continue à avancer. La netteté, comment est-ce qu'on décide qu'est-ce qui est net ou pas? Eh bien, avant de parler de la lumière, la netteté, eh bien, en fait, les objectifs ont une propriété, surtout sur les grands capteurs, c'est que le centre est toujours bien net et les bords beaucoup moins. Mais ça, on le sait, et on sait comment marchent les objectifs. Donc, tout ce qu'on sait, on peut défaire. Donc, pour chaque, quand vous avez un appareil photo moderne ou un logiciel, dans la photo, il y a des métadonnées qui vont dire cette photo a été prise avec tel appareil, telle ouverture, tel objectif, telle vitesse, telle sensibilité et telle mise au point. Et avec ça, l'algorithme va appliquer des algorithmes de netteté qui vont être différents suivant les endroits. Et vous voyez, un algorithme de netteté, ça transforme ça en ça, par exemple. Ce n'est pas tout à fait rien. Et donc, ça va dépendre des endroits. Là, c'est beaucoup plus appliqué que là, ou pas le même. Et donc, c'est tous les appareils font ça, les téléphones aussi. Et à la fin, voilà. Donc, vous avez cette netteté qui est vraiment faite en fonction de tous les paramètres de prise de vue. Ça, évidemment, ça n'existait pas en argentique, hein. Voilà, ça n'a pas changé beaucoup l'histogramme, sinon que vous voyez ces petites pointes là qui montrent qu'il y a justement des contrastes qui ont été générés, ces petites pointes locales. Bon, puis là, vous n'avez pas encore votre photo parce que la lumière, je l'ai dit, était pas terrible dans le fond. Donc, on va faire une dernière chose qui est d'améliorer la lumière. Alors là, on ne le voit pas sur l'écran. Normalement, il y a un personnage qui apparaît là.
hein, je mettrai des vrais transparents sur le réseau. Vous pourrez voir un vrai personnage apparaître là. Je n'ai pas voulu le faire beaucoup, mais ça, quand on ne connaît pas le projecteur, c'est dur à faire. Et donc maintenant, on a une photo finale, vous voyez, qui apparaît un peu sombre ici, ça c'est la projection. Et donc je précise que cet homme-là, c'était à KR Market à Bangalore, qui avait marché aux fleurs des Indiens, où les musulmans vendent les fleurs pour les temples indiens, ce qui ne se fait pas partout. Et il m'a sauté dessus pour être pris en photo, hein. Et là, il faut être prêt, hein. Là, c'est pas avec un téléphone qu'on ne sait pas où il est qu'on fait des photos comme ça. Il m'a sauté dessus pour être pris en photo. Ça, c'est l'Inde. Voilà, donc il s'est passé beaucoup de choses là-dedans, hein. Et vous voyez, ici, on a vraiment remonté les graves, les sombres vers le haut. Il s'est passé beaucoup de choses. Tout ça, ça se passe en un rien de temps. Pourquoi? Parce que votre appareil photo, ça se fait dans l'appareil ou offline. Dans votre appareil photo, ça prend un quart de seconde parce qu'il y a une énorme puissance de calcul. Un appareil photo moderne peut avoir 4 CPU, chacun 4 cœurs. Donc il peut y avoir 16 cœurs, c'est plus puissant qu'un téléphone. Et un téléphone, il y a aussi 4 cœurs ou plus, hein. Donc l'appareil photo dans un téléphone, c'est la partie la plus dure. Bien, alors si vous regardez ce qui s'est passé, hein, j'ai mis tous les histogrammes pour voir toutes les transformations, la tête qu'elles ont. Donc c'est beaucoup de transformations qui ont été mises au point très savamment depuis le 19e siècle, hein. Alors ok, mais maintenant il y a un autre problème, c'est le bruit. Voilà une image prise à 3200 ISO, mais avec un vieil appareil. Et vous voyez que là, il y a plein de bruit. Alors si vous prenez avec 800 euros en argentique, ce sera 800 ISO en argentique, ce sera pareil. Donc vous avez beaucoup de bruit. Donc là, on va passer des algorithmes de débruitage. Pour ça, le champion du monde est Jean-Michel Morel, qui a eu le grand prix INRIA Académie des sciences il y a 3 ans, je crois, pour son algorithme de débruitage, qui est tout à fait extraordinaire. Bon, alors vous passez cet algorithme et vous sortez ça. Pas celui-là, ça c'est ceux d'avant. Vous sortez ça. Et vous voyez que c'est énorme, c'est-à-dire on a récupéré, là vous voyez c'est pourri, là, tous les traits sont pourris, et les couleurs, le chapeau n'a aucun détail, et puis la peau c'est pareil, mais là c'était fait exprès, c'est une image faite exprès pour être pourrie, parce qu'il fallait forcer les appareils qui ne voulaient pas faire du 800 ISO à l'époque, c'était il y a 10 ans, 10 ans. Et donc on récupère ça, ce qui est déjà beaucoup mieux. Mais on peut faire beaucoup mieux. Pourquoi prendre une photo? On va en prendre plusieurs, et on va utiliser l'information de plusieurs photos, parce que le bruit est aléatoire, et quand on somme des aléatoires, ça finit par faire 0. Ça, c'est des maths. Bon, alors, quand on en prend 4, ça ne fait pas 0, mais ça améliore bien. Et donc, avec plusieurs photos, on va obtenir ça. Alors ça, c'est déjà pour ça que vos appareils photo de téléphone arrivent à faire des photos, c'est qu'ils ont des algorithmes anti-bruit qui sont remarquables. Donc là, on n'était pas du tout en capacité de faire ça il y a 10 ans, hein. Alors, il y a d'autres corrections. La photo a plein de défauts. Pourquoi? Parce que les objectifs ont cette propriété qui ne focalisent pas les différents rayons lumineux qui n'ont pas la même fréquence au même endroit. Donc ça fabrique des franges que vous pouvez bien voir sur les vieilles Dapo. Vous avez des franges comme ça, mais comme on sait d'où elles viennent, eh ben on sait les défaire algorithmiquement. Pof, c'est fait. Plus personne ne s'en aperçoit qu'il y avait des franges. Ensuite, il y a, donc ça c'est une photo de mon bureau qui n'est pas tellement à Lille, comme vous remarquez, prise de la terrasse de mon bureau, au grand angle. Et les grands angles ont un gros défaut, c'est au très grand angle, là, elle n'est pas si loin que ça, cette maison, c'est que vous voyez, les coins sont sombres. Les coins sont sombres, mais ça c'est normal parce que les objectifs ont du mal à envoyer la lumière dans les coins. Et alors, bah, avant c'était comme ça, même on trouvait ça sympa, puis regardez le bas, là, on ne voit plus la végétation. Bon, ben maintenant, et encore, il y a déjà de la correction qui est faite dans l'appareil, donc je n'ai pas pu faire pire. Mais maintenant, ce qui se passe, sans que vous en sachiez rien, c'est que l'appareil vous ressort, vous voyez, donc c'est là que ça se passe, l'appareil vous ressort ça. Donc vous voyez réapparaître les feuillages, vous voyez réapparaître le ciel normal. Tout ça, c'est totalement automatique, vous n'avez absolument rien à faire. Si vous voulez faire des effets, vous pouvez jouer dans les logiciels avec, en rajouter, en enlever, etc. Donc c'est sympa. Alors il n'a pas fait que ça, si vous regardez la barrière, et si vous connaissez le coin, ce n'est pas votre cas, même si c'est le mien, vous apercevez que cette photo, elle était bizarre, la précédente, vous voyez, géométriquement. Elle était très bizarre, elle était espèce de concentrée au centre et puis dilatée sur les bords. Bah oui, c'est les lois de l'optique, on a un grand angle, donc ça ne peut pas être projeté sur un plan. Mais on sait quelle déformation fait l'objectif, donc on va défaire ces déformations. Vous voyez la différence? Tac, tac. Et donc ça, quand on connaît le coin, alors sur les visages, c'est extrêmement frappant, parce qu'on a des visages complètement bouffis, si on les prend au grand angle, et paf, on peut les remettre droits. Alors donc, toutes les déformations de l'optique peuvent être défaites par des algorithmes. Ça a des conséquences très importantes qu'on va voir après.
Alors voilà une photo au grand angle, encore plus parlante, d'une cathédrale vue de l'intérieur. Alors le grand angle a aussi un défaut, mais c'est le même, mais là il se voit vraiment, c'est que les lignes droites deviennent courbes. Alors on peut dire c'est sympa, c'est artistique et tout, mais bon, pas longtemps. Puis là, vous avez tout qui est noir là, tout qui est blanc là, donc on n'y arrive pas bien. Donc vous mettez votre logiciel ou vous laissez faire votre appareil photo, et puis ça vous ressort ça, qui est quand même pas pareil. D'accord? Donc vous avez un nombre d'algorithmes absolument fascinant. Et puis vous dites, bah oui, c'est bien, mais moi je ne la vois pas comme ça, je ne la vois pas aussi avec des fuyantes aussi trapézoïdales quand je la regarde. Pourquoi? Parce que votre cerveau sait que c'est une cathédrale et que lui, il redresse les fuyantes. Votre cerveau, il truque aussi. Donc, bah, vous faites un clic de plus dans votre logiciel et vous ressortez ça, par exemple. Alors, c'est peut-être un peu beaucoup. Alors, on pouvait faire ça avec de la physique, avec des objectifs à décentrement, ça vaut les yeux de la tête. C'est pas très facile à utiliser, mais ça marche très bien, c'est meilleur, les architectes travaillent avec ça. Ça ne rend pas le reste périmé, mais ça est fait par votre téléphone. C'est une grosse différence parce que le téléphone, vous l'avez déjà. Hein. Bon, alors il y a tous les intermédiaires de réglage évidemment qu'on veut. Bon, alors c'est bien, ça on a parlé d'une image et puis de 4 pour la fusion. Mais maintenant on va aller beaucoup plus loin. Maintenant on va commencer à rentrer dans l'an après 2010. Jusqu'à maintenant on était dans la balbutiement. On va faire de la fusion d'images. Alors regardons pourquoi. Voilà des photos prises à la Sainte-Chapelle par les gens de la Sainte-Chapelle que je remercie. C'était spécialement pour mon bouquin. Et la Sainte-Chapelle, il y a un gros problème. C'est qu'il y a des voûtes très très sombres et des miroirs très très clairs. Donc on a vu tout à l'heure qu'on avait corrigé une seule image, mais là il y a trop de différences. Donc on en prend 4, par exemple. On peut en prendre plus. On prend 4 images. Donc sur celle-là, on voit bien les voûtes. Sur celle-là, on voit bien les vitraux. Sur celle-là, mais pas au même endroit. Là, on ne voit pas tous les vitraux. Là, on en voit plus. Là, on en voit encore un peu plus. Puis là, les vitraux, ils sont complètement saturés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les donne à un logiciel de HDR, High Dynamic Range, qui va nous sortir ça. Donc ça aussi, c'est automatique, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas parfait. Tous les appareils modernes font ça et vos téléphones font ça. OK? Donc ne croyez absolument pas que l'image que vous prenez est une vision parfaite de la réalité. Ça, il faut laisser tomber. Hein. Bon, le rouge n'est pas transformé en vert, mais à part ça. Voilà, donc c'est sympa. On va pouvoir faire mieux bientôt. Je vais vous expliquer comment après. Alors, autre usage de la fusion d'images que je trouve tout à fait fascinant, c'est le focus stacking. Focus stacking, ça veut dire quoi? Quand on fait de la macro-photo ici sur une mouche, eh ben, on ne peut pas tout avoir net en même temps. Ça, c'est la physique qui nous dit ça. Alors ici, la tête est nette. Ici, les pattes sont nettes. Mais vous faites 8 images, c'est automatique. Votre appareil fait 8 images. Et puis, il vous ressort ça. Oups, pardon. Il vous ressort ça où tout est net. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les parties nettes de chaque image. Et il les a fusionnées pour faire une seule image où tout est net. Donc ça devient standard dans cet appareil-là, par exemple, qui n'est pas jeune, hein, cet appareil-là, il a ça en standard. Et puis maintenant, tous les appareils, beaucoup d'appareils ont ça en standard, et vos téléphones savent faire ça aussi. Alors, c'est pas simple au niveau algorithmique, hein, mais c'est vraiment sympa. On va pouvoir faire des tas d'autres choses dont je ne vais pas vous parler là, parce qu'ils sont assez rigolos, mais par exemple, dans un téléphone, on prend beaucoup. Pourquoi est-ce qu'un téléphone prend des bonnes images? Parce qu'en fait, il en prend beaucoup. Il filme tout le temps. D'ailleurs, il a besoin puisque vous voyez les images sur votre viseur. Et quand vous appuyez, il va dire, et il garde, mettons, 1 seconde ou 2 secondes. Alors avec ça, on peut faire le live view d'Apple, c'est-à-dire on voit les gens qui bougent un peu. C'est très chouette. C'est parce qu'il les gardait. Ou alors on peut dire, mais non, moi je voudrais faire une seule image à partir de ces 20. Et alors on peut faire des trucs de plus en plus marrants, du genre, on a un groupe, et on a pris 1 ou 2 secondes d'image. Et par exemple, il y a quelqu'un qui s'est mis à sourire qu'au milieu. On détecte que cette personne ne souriait pas avant. On va enlever les endroits où elle ne souriait pas et prendre les endroits où elle souriait, ce qui fait que tout le monde sourit dans la photo. Donc maintenant, si vous pensez que vous pouvez prendre une photo exacte, c'est terminé. Donc on va pouvoir éventuellement aussi enlever des gens, détecter il y a quelqu'un qui manque dans le groupe, le prendre dans une autre photo et le rajouter dans le groupe. Donc les méthodes KGB sont largement dépassées par les algorithmes. Donc dans vos téléphones, il y a vraiment tout ça. Hein. C'est comme ça. Alors, il n'y a pas qu'en photo qu'on fait ça, et j'ai tout un chapitre dans mon livre sur l'imagerie médicale. J'aime beaucoup cette diapo parce que c'est quand même un peu la même chose que ce que je disais, c'est-à-dire que là, c'est de la fusion d'images. Donc là, c'est un PET scan, c'est du scan par émission de positrons,
Et vous voyez, c'est du 3D en fait, ça. Et ça, c'est une opération de l'oreillette qui est faite par un ami dans une clinique à Saint-Denis. Hein. Ce n'est pas des cliniques hyper modernes, c'est dans le 93. C'est une clinique hyper moderne, mais dans le 93. Et ici, vous voyez l'instrument qui est dessiné à l'intérieur en réalité virtuelle. Et cette image-là est faite par écho de l'instrument. Donc c'est une image vue de l'intérieur par l'instrument qui est générée. Et le chirurgien, ça, c'est juste une photo prise avec un téléphone de son écran de travail pendant l'opération. Donc ce n'est pas de la science-fiction, c'est tous les jours. Donc vous voyez, ça sert. Hein, les algorithmes de la photographie, ça sert ailleurs, c'est les mêmes. Alors le problème maintenant, c'est que ça change 100% l'industrie. Et l'industrie a eu beaucoup de mal à changer. Il y a beaucoup de nouveaux. Il y a des anciens qui sont restés, il y en a beaucoup qui ont disparu, puis il y a des nouveaux. La conception des appareils est complètement changée. Pourquoi? Donc je disais, tout ce qu'on sait caractériser, on peut le corriger algorithmiquement. On ne va pas s'en priver. Donc, si on sait fusionner des images, on peut compenser des insuffisances de la physique. Donc, il n'y a plus aucune raison de faire comme avant. Maintenant, il faut que les appareils et l'algorithme soient conçus conjointement. Et en fait, maintenant, c'est les algorithmes qui dominent. Parce que les progrès de la physique deviennent très durs, parce qu'on est quand même très très bon. Et par exemple, avant, on faisait des objectifs très chers, très gros, très lourds, pour minimiser les distorsions. Mais du coup, ils font des distorsions super compliquées à défaire. Donc maintenant, on fait des objectifs plus simples qui distortent plus, qui sont moins chers, moins lourds, ils distortent plus, mais on sait mieux défaire les distorsions. C'est beaucoup plus malin. Donc c'est l'algorithme qui va dicter la conception de l'objectif. On va le voir à plusieurs aspects. Donc vous avez ici l'appareil de base du photographe standard, qui reste l'appareil de base de beaucoup de photographes, le réflexe. Le réflexe a un problème. Vous avez la pellicule ou le capteur, et vous avez un miroir. Et ce miroir, il faut qu'il remonte quand on prend la photo. Ch'tac, ch'tac, c'est pour ça que ça fait du bruit, un réflexe. Et comme il faut qu'il remonte, il faut de la place. Donc l'objectif est loin de la pellicule, donc l'objectif est lourd et cher. Ah, on va changer ça de plusieurs façons. Première façon, on va enlever le miroir. On va enlever le prisme qui redresse l'image et on va mettre un viseur électronique. C'est ce que j'ai là dans mon appareil, mais beaucoup d'appareils ont ça maintenant. C'est un viseur, c'est en fait un écran qui est très très bonne qualité et qui a des tas d'avantages. L'autre aussi a des tas d'avantages, les deux sont bien. Et maintenant, on peut rapprocher beaucoup l'objectif du capteur et donc le rendre beaucoup plus petit. Et le simplifier. Et puis on peut faire mieux, on peut coller l'objectif au capteur à peu près. Dans un téléphone, si l'objectif est minuscule, c'est parce qu'il est collé au capteur. Il est vraiment tout petit l'objectif, parce que ce qui limite les téléphones, c'est l'épaisseur. Hein. D'ailleurs, il dépasse encore un peu parce qu'ils n'ont pas encore réussi à le... Et voilà. Donc vous avez deux appareils ici, un très bon appareil Sony, et puis vous avez cette petite bête-là. D'accord? Celui-là, il n'y a pas de viseur, il se branche dans le téléphone. Là, je le plug dans le téléphone, c'est le téléphone qui me sert de viseur. Et la qualité de ça et de ça n'est pas très différente. Ça, c'était complètement impensable avant, bien entendu. Alors celui-là a quand même un capteur 2 fois plus petit que celui-là, mais ce n'est pas très différent. Donc, ça complique. Vous voyez, l'objectif n'a pas du tout la même tête et c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout, ces objectifs-là font que les couleurs ne sont pas les mêmes au bord et au centre. Ça va être typiquement jaune au bord et rose, jaune au centre et rose au bord. Donc, il y a des algorithmes qui vont corriger, qui connaissent ça. Et en fait, chacun de vos objectifs de téléphone va être calibré à l'usine. Et ensuite, au fur et à mesure qu'il fait des photos, les algorithmes s'améliorent. Il faut prendre beaucoup de photos avec votre téléphone pour qu'il soit meilleur. C'est assez rigolo. Donc vous voyez maintenant, c'est le design. Évidemment, ça, aucun humain ne peut le concevoir. Hein, c'est entièrement fait en machine. Donc c'est le même capteur, c'est la même ouverture, c'est la même sensibilité, c'est la même qualité d'image. OK, mais il y en a un qui est juste à peu près 10 fois plus petit que l'autre. Alors ça a des inconvénients aussi, c'est qu'un truc tout petit, c'est pas forcément facile à tenir. Mais enfin, j'ai dans la poche en permanence. Autre chose, je vous ai dit que j'avais pris la photo de la jeune fille avec 300 mm, ce qui est l'enfer. Au 300 mm, normalement, il faut être au 400 ou 500e de seconde pour ne pas trembler. Et moi, je ne suis pas du genre pas trembleur hein, avec l'âge. Donc moi, je tremble. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma photo est nette? Eh bien, parce que mon tremblement est compensé. Donc les capteurs ou les lentilles, hein, ou des lentilles de l'objectif, ou les deux, sont montés sur des micromoteurs extrêmement précis, qui sont en fait des électroaimants avec des aimants permanents ici.
Ils sont montés sur des capteurs extrêmement, des moteurs extrêmement précis. Il y a des gyroscopes très fins qui analysent les mouvements de l'appareil et qui bougent les capteurs ou qui bougent les lentilles. Et on gagne 5 vitesses, c'est-à-dire que j'ai pris ma photo au 60e, ben 5 fois, ça fait 120, 240, 480, 1000, donc je l'ai prise. C'est comme si au niveau stabilité, c'est comme si je l'avais pris au millième de seconde, alors que j'ai pris au 60e et que j'ai tremblé. Et ça, c'est complètement magique. Alors les téléphones le font un peu, mais pas beaucoup. Ça commence, mais les appareils maintenant le font tous, presque. Alors les gros appareils, on ne peut pas. Les 24-36 ont beaucoup de mal parce que tout ça, c'est très lourd sur un 24-36. Donc ça a commencé chez Pentax il y a pas mal de temps. Et puis, par exemple, celui-là, le successeur de celui-là fait 6 EV, 6 ordres de grandeur. Panasonic aussi fait 6 ordres de grandeur. Pourquoi? Parce que c'est des capteurs assez petits. On va en reparler après. Bon, alors là, on peut faire, une fois qu'on sait faire bouger le capteur, on peut bien rigoler. On peut dire, mais pourquoi je n'utiliserais pas le mouvement du capteur pour multiplier la résolution? Donc ce qu'on fait, alors là, il faut être sur pied et pas prendre un truc qui bouge. Donc il y a une première photo qui est prise et après, on prend le capteur, on le décale d'un demi-pixel. Demi-pixel, c'est précis. On prend une autre photo, on le redécale d'un demi-pixel, on prend une autre photo, on le redécale comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On multiplie le nombre de pixels par 4. Et donc, au lieu d'avoir 20 pixels qui sortent de votre appareil photo, vous en avez 80. Et avec un petit capteur, vous atteignez la résolution d'un très grand, mais évidemment sur des sujets immobiles et sur pied. Mais enfin, ça fait des images fantastiques quand vous voulez faire comme ça. Alors, bon, mais avec tout ça, maintenant, on a plein de choix. Alors, comment on choisit? Alors, ce n'est pas en allant chez les magasins, où en général, le magasin moyen, les vendeurs ont lu les docs à peu près. Il y a des bons magasins de photos, des très bons, où on va vous expliquer ça. Donc si vous achetez un 24-36, alors là ça coûte la peau des fesses, c'est très bon, ça pèse un âne mort, les objectifs coûtent un bras, et bon, mais c'est très bon. La visée est superbe, mais ça surtout le bokeh, c'est-à-dire la qualité du flou de l'arrière-plan est très bonne, l'ergonomie est super, mais il faut aimer les objets lourds. Moi, je pars en Inde avec un télé, un grand angle, un objectif normal, tous très ouverts, et mon dos ne peut plus. Donc, j'ai changé. Mais c'est très bon, hein. Le poids et le prix, ça ne va pas. La stabilisation est très difficile. Mais par contre, les professionnels adorent ça parce que d'abord, c'est du standing, ensuite, c'est de la qualité. Ça, c'est complètement vrai. Alors, on peut faire soit la moitié, soit le quart. Ça, c'est un micro. Cet objet-là, c'est un micro 4 tiers, vous voyez. Donc c'est un quart de 24-36, donc c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus léger. L'appareil fait 550 grammes et puis l'objectif, pas beaucoup, mais j'ai des objectifs qui font 60 grammes que je peux mettre dessus. Donc c'est très pratique en voyage. Voilà, et si je ne fais pas de la pub, il y en a d'autres comme ça, hein, ce n'est pas la question. Donc on a quand même une très bonne qualité, moins bonne, mais très très bonne. C'est-à-dire qu'en dessous de 2 mètres par 1 mètre, vous n'allez pas voir la différence, il faut être honnête. Ça fait beaucoup de progrès dans tous les domaines. Et puis, bon, c'est un peu moins bon, mais c'est fantastique à l'heure actuelle. L'ergonomie est superbe aussi. Bon, c'est très bien. Moi, je pense que pour quelqu'un comme moi, un photographe, mais qui n'a pas envie de se tuer le dos, c'est absolument idéal. Alors, vous avez plus petit, vous avez le téléphone. Donc, la visée, ben, vous n'avez qu'à regarder les gens, c'est quand même pas terrible, quoi. La qualité d'image est bonne et va vers très bonne. L'uniformité aussi, à cause de tous les algorithmes qu'il y a dedans. La profondeur de champ, ben, elle est infinie, pratiquement, parce qu'il y a un objectif très court. Et donc maintenant, Apple fait ça. On va vous fabriquer du flou d'arrière-plan par logiciel. Alors ça, c'est assez rigolo. Vous faites un progrès, la réparation devant un flou, mais de temps en temps, ça a des défauts. Ça met flou des trucs qui ne devraient absolument pas l'être. Mais bon, ça va s'améliorer, hein. L'ergonomie, c'est pas terrible, franchement. Bon, mais c'est comme ça. Par contre, ça coûte assez cher, mais il y a un grand avantage, c'est que vous l'avez déjà. Donc ça vous coûte 0, puisque de toute façon, vous en servez aussi pour envoyer des SMS. Je dis plus téléphoner, parce que chez les jeunes, ça ne se fait plus. Alors, gros avantage des téléphones, évidemment, c'est les selfies. Et moi, j'adore prendre des photos de touristes. Donc j'adore et évidemment, en Inde, on n'arrête pas de faire des selfies à l'indienne pour s'amuser. Et donc, le selfie est devenu une calamité nationale, mais c'est assez rigolo. Bon, alors, je voudrais terminer sur le sujet de Stéphane, l'ergonomie. Alors, l'ergonomie dans les appareils photo, c'est quand même ça qui différencie ça du petit. L'ergonomie, c'est fondamental. Les gens ne parlent que de la qualité photo, mais encore faut-il les prendre, les photos.
Et l'ergonomie est fondamentale, c'est peut-être là qu'il y a eu le plus de progrès. Parce que les algorithmes, encore une fois, vont améliorer l'ergonomie énormément. L'écran tactile permet, par exemple, moi dans la rue, alors pas en Inde parce que les gens adorent être pris en photo, mais en France, je peux prendre des photos comme ça, je regarde comme avec un réflexe, dans le bon vieux temps, je regarde et je fais ça et la photo est prise, avec la mise au point là où j'ai appuyé. Ensuite, il y a plein de gadgets très bien, comme des niveaux, des correcteurs de perspective, le passage, je peux envoyer mes photos en Wi-Fi, bon, plein de gadgets, mais sympa, mais c'est moins important que de pouvoir prendre les bonnes photos quand on a envie de les prendre. Ensuite, et ben surtout, ça se débrouille très très bien en automatique ou presque. C'est-à-dire qu'avant, les appareils automatiques, ben, ça faisait de son mieux, mais maintenant, c'est devenu vraiment très bon. Et il faut savoir que quand vous avez quand vous voulez faire la mise au point là-dessus, eh bien, il y a tout un système à l'intérieur qui connaît énormément de scènes et qui va regarder quel type de scène vous avez photographié. Avant, on faisait les mises au point au centre et tout, mais maintenant, on laisse l'appareil faire très souvent. C'est vraiment très bien. Et c'est assez difficile de mettre en défaut les mises au point. Puis vous avez un tout petit correcteur là, vous voyez, très facile à utiliser. C'est parfait. Et puis ça vous montre les zones mal exposées. Par exemple là, si j'ai une zone saturée, trop noire, trop blanche, elle se met à clignoter dans mon écran. Donc je la vois. Alors avec un viseur optique, elle ne se met pas à clignoter. On peut le faire, mais c'est compliqué. La mise au point automatique marche très bien aussi. C'est capable de suivre des choses qui arrivent vers vous à toute allure. Mais il y a beaucoup mieux. Ce qu'on appelle le focus picking, qui est fait par des algorithmes très marrants et qui est très fondamental, par exemple en photo de rue pour moi, c'est que la mise au point n'est pas forcément faite tout à fait sur ce que vous voulez. Et vous avez une petite bague que vous tournez là et qui va vous permettre de faire une correction. Je vais vous montrer comment. Tous les appareils détectent les visages, parce qu'en général, c'est sur les visages qu'on a envie de faire la mise au point. Ils détectent les visages, ils détectent les yeux, ils détectent les sourires. Donc vous pouvez même dire à vos téléphones, tu fais une mise au point quand les visages détectés sourient tous. Ça, c'est tout à fait possible. Bon, ça peut être intéressant ou pas, ça dépend des points de vue. Donc ça fait toujours la prise de photos à exposition multiple, ça fait toujours le focus stacking dont je parlais. Puis vous avez un panneau de contrôle qui est bien foutu, que je vais vous montrer. Et vous avez tous les ans des choses en plus. Voilà un panneau de contrôle. Donc là, vous pouvez tout faire. S'il n'existait pas en argentique, là, vous avez la sensibilité, la balance des blancs, vous avez le type de détection de face et de sourire, vous avez le type de mise au point, vous avez qu'est-ce que vous voulez sortir comme photo. Ça, c'est l'obturateur. Vous avez plein d'obturateurs différents. Vous avez par exemple, je m'en sers au théâtre, un obturateur totalement silencieux qui va juste lire le circuit, qui ne fait aucun bruit. Un réflexe au théâtre, ça ne marche juste pas, etc. Donc vous avez tous vos renseignements qui sont là, c'est sympa. Voilà le focus picking. Vous voyez, ce qui est net se met à être entouré de couleurs. Donc vous voulez avoir un visage net, vous faire tchac-tchac, et quand le visage clignote, c'est bon. Et ça, c'est extraordinaire, parce que voir si un truc est net, même sur un réflexe, c'est quand même très difficile. Et voilà. C'est très rapide, c'est très agréable. Donc qu'est-ce qui se passe? Des appareils beaucoup plus compacts, des viseurs beaucoup plus riches, mais il y a tellement de fonctions qu'il faut en enlever en général. Hein, c'est pas marrant. Il y a aussi pas mal de boutons. L'ergonomie est très bien faite sur les boutons. Vous déplacez votre doigt pour faire tout un tas. Un photographe a quand même toujours beaucoup de boulot. Hein. Quand vous vérifiez la profondeur de champ, vous appuyez là et vous regardez ce qui est net. Parce que votre appareil est toujours ouvert à fond et si vous prenez une photo fermée pour augmenter la profondeur de champ, vous ne voyez pas ce que c'est. Donc vous appuyez là. Sur un appareil classique argentique, ben, vous ne voyez plus rien dans le viseur. Là, vous voyez pareil dans le viseur, parce qu'évidemment, les algorithmes ont compensé le fait qu'il y a beaucoup moins de lumière par le fait que vous allez en voir pareil dans le viseur. La nuit, vous voyez aussi bien qu'en plein jour dans le viseur. Ça aussi, c'est bien pour les photos. Bon. Vous avez des rafales ultra rapides. Ça, c'est sympa. Par exemple, il y a des tas d'endroits où il y a une chose où on se dit, je vais rater l'instant. Vous lancez la rafale à 60 par seconde, en RAW. Et après, vous savez ce qui ne vous va pas, puis vous attrapez la bonne image. Hein, ça, il n'y a pas longtemps, on ne savait pas le faire. Alors là, il faut quand même une puissance de calcul extrêmement sévère et une carte mémoire assez grosse, parce que le RAW, ça fait, mettons, un peu plus de 20 mégas la photo. Donc vous faites 60 fois par seconde 20 mégas, vous faites le calcul. Vous allez voir que c'est assez dur quand même. Voilà, puis certains préfèrent les vieux appareils, ils ont tout à fait raison. L'important, c'est d'être à l'aise.
Alors, il y a aussi plein d'améliorations dans les logiciels à l'extérieur. Pour ceux qui font vraiment de la photo, il y a tout un tas de logiciels de développement. Alors, on me dit toujours Photoshop. Photoshop n'a jamais été un logiciel de photo. Il est très inopérant pour faire de la photo. Il y a beaucoup mieux, même chez Adobe, il y a Lightroom, il y a DxO, Phase One, etc. Il y en a des gratuits maintenant, dont je n'ai pas essayé, mais dont je crois qu'ils se débrouillent correctement. Mais c'est la première étape de développement là, qui est très très difficile et c'est vraiment peu de gens savent la faire. Je ne sais pas comment ils se comportent. Euh, les logiciels d'édition avancée, de classement et tout, il y en a des super mal foutus, des bien foutus, ça c'est toujours pareil. Mise en réseau immédiate. Vos photos, maintenant, ben, les gens ne les impriment plus, ils les mettent en réseau. Alors il faut savoir qu'il se prend des milliards de photos par jour. Il y a des milliards d'appareils photos sur la Terre et il se prend des milliards de... Facebook en reçoit plus d'un milliard par jour, Facebook plus Instagram. Malheureusement, évidemment, ils sont la propriété de Facebook, donc c'est à vous de savoir ce que vous faites. Hein. Donc ben, ça a beaucoup changé. Hein. Et on peut aussi les imprimer avec une très grande qualité. Moi, je fais mes expos en imprimant mes photos chez moi, avec une imprimante pas chère qui donne des résultats fantastiques, avec une imprimante jet d'encre. Mais ça, c'est un autre exposé d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une imprimante jet d'encre. C'est extraordinairement compliqué d'imprimer avec du jet d'encre. Alors l'avenir maintenant, à quoi il va ressembler? Eh bien pas à ce que je vous raconte. Là, on est juste au début de l'histoire. L'informatique n'en est qu'au début. Il faut s'y faire. Pour ceux qui pensent qu'elle est en train de se finir, non, on en est au début. Donc l'avenir ne va pas ressembler à ça. Par exemple, un téléphone, vous voyez, un téléphone comme appareil photo, ça a un gros inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'épaisseur. Donc pas d'épaisseur, on ne peut pas faire grand-chose. Et puis il y a un téléphone. Mais il y a plein de façons de se sortir de ça. La première façon, c'est de mettre plusieurs téléphones, plusieurs appareils. Alors ça commence, il y en a plusieurs qui ont deux appareils, un téléobjectif, un normal. Le téléobjectif va aussi servir à améliorer le centre du normal, etc. Mais on peut aller plus loin, on peut mettre une matrice de téléphone. On peut mettre d'appareil photo. On peut couvrir la moitié du dos du téléphone d'appareil photo. Et si on fait ça, c'est intéressant parce qu'on n'est pas forcé ils ne sont pas forcés de prendre la même scène. Ils peuvent prendre chacun un bout de la scène. Et donc, on fabrique une image à très grande résolution avec un téléphone. On peut aller beaucoup plus loin. On peut fabriquer une image 3D si on a plusieurs capteurs. Et on peut fabriquer des hologrammes si on a plusieurs capteurs. On peut fabriquer des tas de choses. Donc ça, ça existe, hein, ça existe en labo, ce n'est pas encore économiquement viable. Ça pose aussi un problème de tenue du téléphone. Si on le tient comme ça ne marchera pas. Mais on est vraiment au début de l'histoire. C'est-à-dire que les tout petits appareils photo, s'il n'y en a qu'un, ce n'est pas terrible. Mais s'il y en a 30, alors là, ça commence à le discuter sérieusement. Et comme de toute façon, vous avez ça, et que le prix est fixé par le marketing et pas par la quantité de trucs qu'il y a dedans, ben, ça va se faire aussi. Donc, ben voilà, donc l'imagerie 3D par téléphone, ça n'a aucune raison de ne pas arriver. Il y a des tas de choses dont je ne vous parle pas encore. Le multi-image, donc, je vous en ai parlé, le live view, c'est-à-dire ce que fait Apple, mais que vont faire les autres, c'est les petites images qui bougent un peu. C'est très joli. C'est vraiment un intermédiaire entre la photo et la vidéo qui est super marrant. Je pense que tout le monde aime bien. Et voilà. Et puis, alors, ben, le choix des zones nettes pour la fusion, je vous en ai parlé. Le choix des sourires, de remettre les gens dans les photos que vous avez prises pendant la seconde où le sourire était développé et d'enlever les autres. Ça ne se voit pas hein, sur la photo. Et vous avez l'impression qu'il y a un moment où tout le monde souriait alors que ce n'est pas vrai. Et puis, les améliorations automatiques vont vraiment, vraiment s'améliorer. Et par exemple, il y a un travail assez fantastique que j'ai vu, qui est encore en recherche, sur le deep learning, l'apprentissage profond, fait à New York, où ils ont profité d'une base de données de Kodak. Donc la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une image naturelle? Ben, une image naturelle, ça ne se définit pas, un beau tirage. Ça ne se définit pas, ça se reconnaît, comme beaucoup de choses. Mais si ça ne se reconnaît pas, si ça se reconnaît, ça peut s'apprendre. Donc il y a des grandes bases de données, en particulier chez Kodak, de photos qui ont été prises avec des lumières très compliquées, mais où toutes les lumières ont été mesurées. Et donc les photos ont été prises et ensuite de très grands tireurs ont tiré les photos de façon très belle et on peut mesurer toutes les lumières sur les tirages. Il y a des grandes bases de données de ça. Avec ça a été nourri un système d'apprentissage qui applique ça sur vos photos et qui rend vos photos beaucoup plus belles. Enfin, pour une notion de beauté qui est un peu standard. Après, c'est à vous de voir. Mais c'est impressionnant le résultat. C'est vraiment impressionnant. Donc, ça va être difficile de prendre des mauvaises photos au niveau
qualité de la photo, hein, parce que ce qu'il y a dessus, c'est autre chose. Hop. Donc la conclusion de tout ça, eh ben, c'est un changement absolument massif en une vingtaine d'années. La fusion physique informatique, donc des grosses puissances de calcul, des algorithmes très performants. Alors beaucoup moins sur les PC, parce que dans un appareil photo, il faut que la photo soit là tout de suite, sinon les gens ne sont pas contents. Donc dans un PC, des fois, ben, si vous passez l'anti-bruit de luxe que j'ai mis sur la photo de la jeune fille au début, j'en ai pour, sur une machine comme ça, j'en ai pour 35-40 secondes. Mais je m'en fous, moi, 35-40 secondes, c'est rien du tout. Mais enfin, on sent bien que ce n'est pas la même dépense d'énergie ni l'algorithmique. Qualité technique qui est maintenant très supérieure à celle de l'argentique. Alors ça, les gens souvent ne croient pas ça. C'est comme le vinyle est mieux que le numérique. C'est tout à fait faux. Le vinyle est loin d'être mieux que le numérique. Il a des distorsions, il a des défauts que nous aimons et qui sont très intéressants. Et les pellicules aussi. Les pellicules sont très peu fidèles. Vous regardez les photos de Fuji, si vous êtes allé dans le coin avec un film Fuji, elles sont très chouettes à regarder. Mais alors, si vous êtes allé dans le coin, ben, vous dites, tiens, c'est marrant, mais ça n'a pas tellement de rapport avec le coin. C'est comme ça. Donc, alors il se trouve que maintenant, il y a un truc que je n'ai pas dit, mais on sait reproduire les défauts de l'argentique. C'est-à-dire, dans les logiciels modernes, vous pouvez dire, ah, cette photo-là, je la voudrais sur du Kodak Tri-X, ou je la voudrais sur du Fuji Superia 200. Et voilà, vous faites retour chariot et paf, ça vous donne le rendu de l'un ou de l'autre, et tous les logiciels modernes font ça. C'est assez rigolo. Bon, ça n'enlève pas les mérites de l'argentique. Et alors, il y a une nouvelle quand même sur l'argentique qui est rigolote, c'est qu'il y a eu un exposé, je vous donne une référence, il y a eu une journée sur la photographie à l'Académie des sciences, où j'ai raconté un peu ça, et où Frédéric Guichard, le directeur scientifique de DxO, a présenté l'appareil du futur. Enfin, une des visions de l'appareil du futur. Et il y avait avec une chimiste du CNRS qui a fait un travail extraordinaire en 2006, qui était de découvrir pour la première fois de l'histoire qu'est-ce qui se passait quand on développait une photo argentique. C'était totalement inconnu. On savait le faire, mais on ne savait pas ce qui se passait. Et donc, c'est de la mécanique quantique très jolie, enfin, c'est de la chimie quantique très, très intéressante. Elle a trouvé, enfin avec son équipe, ils ont trouvé qu'est-ce qui se passait quand on mettait la photo dans le révélateur et qu'elle apparaissait. Et avec ça, une fois trouvé ça, ils ont pu mettre une poudre de perlimpinpin à 3 sous dans la pellicule qui multiplie la sensibilité par 10 des pellicules. Mais c'est juste trop tard. C'est juste trop tard, il n'y a plus de pellicule. Enfin, il n'y a plus que les amateurs d'anciens, et ils ont raison. Hein. C'est très bien la pellicule, il n'y a aucun problème. Hein. La photo du XXe siècle n'a rien de périmé. Hein, il y en a une autre, c'est tout. Elle n'a rien de périmé. Et c'est très passionnant parce que ce qu'ils ont fait, c'est bon, ben pour la photo, c'est raté. Mais ils font des hologrammes absolument prodigieux. Les grains d'argent ont été réduits d'un facteur 10 et les hologrammes sont totalement déments. Il y a des hologrammes d'ailes de papillon. J'ai jamais vu un truc pareil. Donc, c'est beau. Mais enfin, on ne fait pas des hologrammes tous les jours. Voilà. Donc, moi, j'aime la photo. Pourquoi j'aime la photo? Ben parce qu'elle fait quelque chose d'extraordinaire que nous ne pouvons pas faire, qui est d'abolir le temps. Vous prenez un sourire, vous regardez ce sourire, il ne bouge pas. Vous regardez la personne, j'ai regardé 2 secondes. Ce sourire, je l'ai pour toujours. Dans mon exposition, il y a 108 sourires indiens pris dans la rue de gens que j'ai rencontrés 2 secondes. Et ils sont là pour toujours. Donc ça, c'est la photo. Elle montre l'immobilité de la mobilité. Mais évidemment, il ne faut jamais oublier, je vous ai parlé des bons appareils, et les bons appareils, ça ne fait pas les bons photographes. Hein. Ça, c'est très important. Les bons photographes sont des gens extraordinaires. Et si vous connaissez les photos de Mathieu Pernaut sur les Gitans, par exemple, c'est fabuleux. Alors, je voudrais remercier Frédéric Guichard, qui m'a appris beaucoup de choses là-dessus. Henri Maître, qui a écrit un livre très remarquable, qui a fait déjà une conférence sur la photo dans mon cours à l'ENS Lyon. Mais alors, c'est un livre très technique hein, sur qu'est-ce qui se passe dans les appareils vraiment très précis, qui est intéressant. Dans ce colloque, il y a donc le développement photographique et la chimie de l'argentique hein, par Jacqueline Belloni, dont je vous ai dit que c'est elle qui a trouvé comment une photo se développait. Et c'est quand même merveilleux de voir qu'autant dans l'algorithmique, on a tout décidé, autant dans la photo, on a mis 150 ans à savoir comment une photo se développait. Heureusement qu'on ne s'est pas posé la question et qu'on a réussi à le faire avant de le savoir. Hein. Alors en informatique, ça, on ne peut pas trop. Ça, faire avant de savoir, ce n'est pas très facile. Voilà, donc pensez maintenant, quand vous voyez des selfies, que vous prenez des selfies, que
Quand vous prenez un selfie, vous faites tourner une montagne d'algorithmes fabuleux au-dessus d'une physique qui est quand même d'assez grande classe. Voilà, merci. Oups. Ah oui. J'oubliais de dire, avantage d'un appareil photo, pas plein format. Vous voyez ça? Ça fait 800 grammes, c'est un télé 80-300, ça fait 800 grammes. Vous le prenez en 24-36, ça fait 2,5 kg et ça vaut 2 fortunes. Et ça fait la même chose. Il y a aussi des appareils très intéressants. Quand vous êtes dans des trucs de lumière compliqués, il y a ça, c'est un truc rigolo. Vous le mettez devant l'objectif et ça vous dit quelle est la lumière de façon super précise. C'est vraiment pratique ça. Il y a des appareils très professionnels pour faire ça, mais vous mettez ça devant l'appareil et ça vous donne la balance des blancs vraiment bien, vraiment bien. Beaucoup mieux que ce que vous sauriez faire après si la photo, surtout dans les cas difficiles. Les LED, c'est des monstruosités pour la photo, par exemple. Voilà. Donc, je voulais terminer par l'ergonomie. On va passer par alors Stéphane, mais peut-être on va prendre pendant quelques questions pendant qu'il s'installe. Donc, merci, monsieur. Alors, j'aimerais savoir qui savait un dixième de tout ça dans la salle. Ça m'intéresse de savoir ça, parce que, bon. Oui, vas-y. Merci, monsieur Berry, pour votre intervention. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, une question là. Attends le micro. Merci. Donc, une question que je me pose en tout amateur, complètement, pas spécialiste, pas mal éduqué dans le domaine. Donc, les photos, en dehors de faire des belles images, ça sert aussi dans le journalisme, dans la législation, pour justifier, pour attester d'une vérité. Dans la société postmoderne dans laquelle on vit, avec ce que vous venez de nous présenter, cette possibilité n'existe plus. Alors, oui. La question, c'est... Alors, je peux montrer vous, Denis, en attendant, pendant que tu es... Ouais. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous dégoûter à vie de ce genre d'idées. Ouais, revanche-moi, ouais, simplement. Ça ne va pas durer longtemps. Ça dure 2 minutes, ok? On peut avoir le son? Il y a le son là? Ok. Je vais vous montrer une petite vidéo anglaise, faite avec beaucoup d'humour anglais. Et alors, c'est une vidéo policière. Donc, je vais vous demander, il y a un détective, ça parle anglais, hein, mais c'est pas, même pour un Français, c'est pas très compliqué, parce que l'anglais, c'est quand même très dur à comprendre pour quelqu'un qui parle américain. Vous allez me dire si le détective a raison. C'est un test de QI, ok? Alors, on va la mettre en plein écran. Voilà, et on va la lancer. Alors, on n'a pas le son? Ah si, elle ne se lance pas. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. C'est vous qui êtes coupable parce qu'on ne peut pas planter des pétunias avant fin mai. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec la déduction? Ça vous laisse froid. Bon, maintenant, je vous montre la suite. La suite, c'est le tournage. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? And action.
Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Donc, le seul point commun, c'est le flic qui n'a pas changé. Tout le reste a changé. Le mort n'est plus le même, la pendule a changé de couleur, l'habit du détective est passé de noir à blanc. Qui a vu? Bon, alors il y a un truc clair, c'est que la notion de témoignage visuel, légalement, il faut laisser tomber. Mais c'est sûr, hein, c'est pas un gadget. J'adore ce film parce c'est un humour anglais parfait. Et je pense que ça rend très modeste hein, sur sa perception. Et je vous ai dit qu'on ne voyait rien, d'accord? Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est impressionnant. Vas-y. Donc, non, une photo, c'est à peu près comme nos yeux, en moins bien. Plus d'autres questions? Tu veux ça ou pas? Questions encore? On a le temps pour quelques questions. Pas d'autres Allez. questions? Je vois pas de. Regardez main se lève. Botonroska, vous allez voir ce qui arrive à vos yeux, c'est terrifiant. Et vous allez comprendre pourquoi vous ne voyez rien dans tout ce qui change. Il y a des gens qui voient l'armure et l'ours. Mais en dehors de ça, en général, quand même, le détective qui fait la fin en blanc alors qu'il a fait le début en noir, je n'ai jamais vu personne le voir. Donc merci. Donc maintenant.